Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, Mathieu, vous souhaitez revenir sur la gestion médiatique par le gouvernement des événements du Stade de France. Ça continue d'animer l'actualité. Oui, Dimitri. Mais j'entends moins y revenir pour rappeler les faits que nous connaissons déjà que pour essayer de comprendre le décrochage complet entre le récit officiel des événements et la lecture qu'en fait le commun des mortels. Le récit officiel des événements, c'est celui du dérèglement d'un événement majeur pour cause de faux billets et de supporters anglais. Ce qu'a pourtant vu le commun des mortels, c'est la présence de voyous venus des banlieues à la manière de bandes de pillards organisés, opérant un raid sur des spectateurs désorientés. Ce décalage devenu béance nous en dit beaucoup sur l'enfermement en elle-même d'une classe dirigeante cadenassée dans sa vision du monde et s'y accrochant à tout prix. Et cette vision du monde est simple, malgré quelques accros, le vivre ensemble se porterait bien en France et l'insurrection conquérante des voyous des quartiers ne saurait passer de la rubrique des faits divers aux pages politiques des grands journaux. Et c'est ainsi qu'on comprend la stupéfaction populaire qui prend la forme d'une question simple. Pourquoi s'enferme-t-il dans le déni ? Il, c'est le régime, le pouvoir, les élites, la classe dirigeante. Eh bien, ils ne s'y enferment pas pour le bel plaisir de mentir, mais parce que s'ils en sortaient, ils fragiliseraient les assises du régime auquel ils adhèrent et auquel leur sort est directement lié. Donc, de votre point de vue, ça n'est pas un déni volontaire de ce qui s'est passé, mais plutôt un déni de principe. Oui, c'est le propre de l'idéologie d'ailleurs. Il s'agit d'un système clos, autoréférentiel, qui se radicalise au rythme où le réel le désavoue. Le problème est le suivant. La population en général ne passe pas sa vie à penser à temps plein à la politique. Elle a bien autre chose à faire, heureusement, et spontanément, elle adhère à l'histoire qu'on lui raconte. Pourquoi ferait-elle autrement? Mais nous entrons alors dans un phénomène de dissonance cognitive à grande échelle. Le régime raconte une histoire, le commun des mortels a la vive impression d'en vivre une autre. Qui croire alors? Ce qu'on nous raconte ou ce que l'on vit? C'est normalement en ce moment que le régime mobilise ses experts, qui arrivent toujours avec la même explication. C'est ce que j'appellerais la théorie du sentiment. Leur objectif, nous expliquer que rien ne se passe, que mieux vaut circuler, car il n'y a rien à voir. Il n'y a pas d'insécurité, mais un sentiment d'insécurité. Il n'y a pas de perte d'identité collective, mais un sentiment de perte d'identité s'expliquant par la persistance de schèmes mentaux décalés et désuets de traditions mortes. Il n'y a pas de mutation démographique causée par l'immigration massive. D'ailleurs, le pourcentage d'immigrés dans la population demeure stable et certains diront même qu'il n'a jamais été aussi bas. On le devine, les artifices idéologiques mis en place pour justifier la théorie du sentiment sont de plus en plus complexes au rythme où le réel s'éloigne de ces descriptions. Et nous en arrivons à cet autre paradoxe, les savants du régime, les constructeurs patentés du récit officiel, toujours plus sophistiqués, se réclament d'une science plus élaborée que jamais, dont la fonction essentielle et vitale consiste à faire écran sur la réalité, à expliquer que ce qui arrive n'arrive pas, à expliquer que le réel n'existe pas. C'est la production scientifique du faux. Les sciences sociales, de ce point de vue, aujourd'hui, me font un peu penser aux travaux autrefois célébrés de l'Académie des sciences de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Ce n'est pas un compliment. Bon, c'est ce que vous appeliez avant-hier à ce micro, l'institutionnalisation du mensonge. Oui, très exactement. Et on en revient à notre première question. Croit-il en ce qu'il raconte? Je dirais oui et non. Oui, dans la mesure où la confusion et même l'inversion entre le vrai et le faux est le propre de toute idéologie officielle qui se maintient de manière assez autoritaire. Pour évoluer dans la classe dirigeante, il faut répéter son dogme et reconduire le récit dominant des événements. Et je dirais, moins on y croit, et plus on doit faire semblant d'y croire pour ne pas être pris en flagrant délit d'hérésie ou d'hétérodoxie. Il faut même dénoncer vivement les douteurs qu'on croise sur son chemin et se transformer soi-même en contrôleur idéologique. Voyons-y une forme d'écartèlement mental qui pousse à une dissociation dans le rapport au réel, exploré en d'autres temps par Miloche dans La pensée captive. D'ailleurs, au même moment, certains voient bien. Alors souvent, ils ne vivent plus dans les mêmes catégories dans lesquelles ils pensent. Ils chantent les vertus du vivre ensemble, mais inscrivent leurs enfants à l'école alsacienne. Ils célèbrent la France apaisée, mais ne s'imagineraient pas vivre ailleurs que dans les beaux quartiers. Ils racontent en public que l'insécurité identitaire est une lubie d'extrême droite, mais racontent en privé à 2 journalistes censés respecter le secret de la confession que la France court vers la partition ethnique. C'est à peu près là que nous en sommes, enfermés dans un récit que nous savons faux, mais qui doit aller jusqu'au bout de lui-même, comme le régime qui le soutient. Mais à la fin, la réalité finit toujours par ressurgir, par se faire sentir, par mordre aussi. C'est à peu près là aussi où nous en sommes. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.